Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Notre grand voisin, la France, va vivre dans 10 jours le premier tour de son élection présidentielle. La campagne était violente, faite d'insultes, de bagarres, mais aussi d'une introspection politique exigeante et de profonde remise en question d'un pays secoué par les crises sociales sur fond d'insécurité et de montée des extrêmes. À temps présent, nous savons bien sûr que ceux qui s'intéressent à la politique française n'ont qu'à zapper sur les chaînes concurrentes de la nôtre. Il y a pourtant un thème qui nous a intrigués et qui est peu traité, celui de l'école et de l'éducation nationale. On se souvient du choc que nous avons tous ressenti lors de l'assassinat brutal du professeur Samuel Paty en octobre 2020. À fin 2019, une directrice d'école épuisée s'est suicidée. Au début de ce mois, c'est une enseignante de Blois qui s'est défenestrée en plein cours. Emmanuel Bressan s'est intéressé à ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va plutôt bien dans l'école française, cette école des citoyens de la République. Elle a pu observer dans le détail le métier très exposé de directeur d'établissement dans le fameux 9-3 près de Paris, dans la campagne aussi près de Limoges, mais aussi à Chambéry, proche de la Suisse, dans ce qu'on appelle une REP, là où aucun prof n'a envie d'être affecté. Bien sûr, tout cela semble parfois éloigné de la douce quiétude des écoles helvétiques, surtout sur le plan des salaires. Mais les enjeux qui sont posés aux écoles françaises, celui d'éduquer autant qu'instruire, peut résonner parfois aussi dans nos propres écoles. Regardez. Restez là. Restez là. Yacine, vous êtes à l'école. Eh, ne me touchez pas, Yacine. Wesh! Il l'a envoyé par terre. Wesh! Ces images ont tourné en boucle sur les réseaux. Un geste violent dans un lycée français de Seine-et-Marne. Un geste rare, mais pas isolé. Et même si les sanctions n'ont pas traîné avec 5 mois de prison avec sursis pour l'élève violent, l'éducation nationale est ébranlée. Dans un pays où la République s'est construite par et autour de l'école, l'institution est en perte de repères, la France a mal à son école. La violence et les incivilités n'en sont pas la seule raison. Il n'est donc pas étonnant de voir l'éducation nationale parmi les principaux thèmes de la campagne présidentielle. De quoi parle-t-on? Logiquement, la gauche insiste sur la revalorisation des salaires. La droite défend le rétablissement de l'autorité, le retour aux savoirs fondamentaux. Et l'extrême droite présente des enseignants abandonnés face à des élèves hostiles. Mais les candidats parlent-ils de la réalité vécue dans les établissements? Ont-ils en tête la complexité du travail dans les collèges en réseau d'éducation prioritaire? Mesurent-ils le découragement des enseignants partagés entre instruire ou éduquer? Ont-ils conscience de la surcharge en tout des directeurs d'école primaire? Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. Le 21 septembre 2019, la directrice de l'école primaire Méhul de Pantin se suicide un samedi matin en se jetant dans la cour de son école. Christine Renon, directrice depuis 18 ans, a rédigé une lettre 2 jours avant le drame pour expliquer son geste. Une lettre envoyée à tous ses collègues de Pantin. La succession d'inspecteurs qui passent à Pantin ne se rend pas compte à quel point tout le monde est épuisé, tout se passe dans la violence de l'immédiateté. Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. Et pour finir, je me demande si je ne ferais pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, je n'en ai jamais fait. Mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin et envie de pleurer. Et je suis tellement fatiguée. Christine Renon, directrice épuisée.
Ça fait 2 ans que Christine a écrit cette lettre. Aujourd'hui, 2 ans après, quand vous la relisez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est toujours déjà extrêmement émouvant de relire cette lettre. Et 2 ans après, on se rend compte que peu de choses ont changé par rapport au constat qu'elle fait de notre métier, de la fonction de directeur, de directrice, et puis de l'état de l'école en général. Sabine aussi est fatiguée. Avec son syndicat, elle défend depuis des années les conditions de travail des directeurs au sein de l'école primaire. Un poste d'hommes et de femmes à tout faire, sans équipe pour les épauler, comme dans le secondaire. Un isolement que Christine Renon n'a plus supporté. Ce qu'elle fait, c'est un geste politique. Son suicide, il est marqué par la lourdeur de ses conditions de travail, par son épuisement général lié à son travail. Je veux lui dire qu'on l'a entendu et qu'on n'oublie pas. Et qu'on continue à porter son combat et qu'on fait en sorte que ce qu'elle dénonce dans sa lettre continue à être entendu, parce qu'on ne voudrait pas qu'elle soit morte pour rien. La mort de Christine Renon fut un cataclysme dans l'échiquier politique. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a tout de suite réagi. Il propose de modifier le statut des directeurs d'école primaire et d'en faire des chefs à part entière. Il ajoute une prime de 450 € par mois et promet une décharge totale ou partielle de l'enseignement pour ceux qui cumulent les 2 fonctions. Mais le temps politique n'est pas celui de l'école. 2 ans après le suicide de Christine, Sabine le dit, à Pantin, rien n'a changé. La fonction déborde de sa seule mission d'instruction. L'école, ça reste quand même un point de ressources pour les familles. Et donc, elles viennent nous voir pour les aider à remplir des papiers, mais aussi parce qu'elles ont des problèmes de logement. Et elles ne savent plus vers qui se tourner pour trouver de l'aide. Donc, elles pensent qu'avec l'aide de l'école, elles pourront peut-être trouver un logement social ou plus salubre. Et tout ça, ça fait partie aussi des choses en plus des questions de l'école qu'on retrouve dans ce quartier. Je ne sais pas si j'ai le choix. En tout cas, je le fais parce que je ne peux pas refuser ça aux familles. Et puis, pour que les enfants soient aussi dans un cadre d'apprentissage bienveillant, il faut aussi qu'on puisse accueillir les familles et parfois les aider, effectivement, bien au-delà de ce que nous confèrent nos missions. Pantin, au nord-est de Paris, c'est le 9-3, la Seine-Saint-Denis. Un quart de la population y vit en dessous du seuil de pauvreté, le cauchemar des enseignants. La ville de 55 000 habitants est coupée en 2. D'un côté, les quartiers pauvres, parfois insalubres. Les 3/4 des familles sont au chômage. Certaines parlent à peine le français. De l'autre côté, vers le canal, les quartiers bobos poussent comme des champignons. La proximité avec Paris et les loyers abordables rendent la ville attractive. Une ville, 2 quartiers, sur 11 écoles primaires, 6 sont en réseau d'éducation prioritaire, en REP. C'est énorme. Il est 7 heures. Sandrine Delmas rejoint l'école primaire Saint-Exupéry dans les quartiers favorisés de Pantin. Sandrine a de l'expérience. Elle est directrice depuis 20 ans, déchargée d'enseignement, comme c'est la règle pour les écoles au-dessus de 12 classes. Sandrine, on était censé venir tourner chez vous. Oui. Hein, vous étiez d'accord pour que nous venions filmer Oui, j'étais d'accord. J'avais même un enseignant qui avait donné son accord pour que vous veniez filmer dans la classe. Hein, donc tout était bon au niveau de l'école. Mais le rectorat a refusé l'autorisation, c'est ce que vous m'avez dit.
Bon, je ne sais pas exactement pourquoi. Je n'ai pas eu les tenants et les aboutissants. Mais je pense que le 93, on en parle beaucoup et pas souvent en bien. Alors peut-être qu'il y a ça, la peur de encore étiqueter le 93 comme un département compliqué, etc. Il y a aussi le suicide de Christine. Je pense qu'il y a eu beaucoup de médias qui se sont intéressés à ce sujet. Et voilà, les enseignants, les directeurs d'école ont parlé et peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont dérangé l'institution. Pour que Sandrine puisse nous parler, nous sommes donc allés chez elle un dimanche après-midi. Dans sa nouvelle maison où elle vit seule, elle prend de l'avance sur la paperasse qui s'entasse. La direction de l'école repose sur ses seules épaules. C'est elle qui gère tout, des problèmes de plomberie, de budget, de cantine, de planification, jusqu'aux soucis des parents d'élèves. La solitude dont parle Christine dans sa lettre, elle la connaît bien. Sandrine est soulagée de nous parler, alors que le rectorat a tenté d'étouffer l'affaire. Dans un premier temps, on nous a demandé de nous taire, c'est-à-dire de ne pas diffuser la lettre que nous avions reçue. Sauf que nous, on a gardé ces courriers puisqu'ils nous étaient adressés personnellement et voilà, et la police nous a dit qu'on avait tout à fait le droit de les conserver. Ensuite, au niveau de l'institution, il y a eu une sorte de... comment dire ? Un questionnaire qui nous a été adressé en nous demandant quelles étaient les choses qu'on souhaitait voir allégées, etc., notamment les tâches administratives. Mais là, à ce jour, on n'a vu aucune amélioration. Parfois, j'ai l'impression que pour les parents, ils ne nous voient pas comme des professionnels de l'enseignement. Ça s'est délité au fil des années. Je pense que c'est les politiques éducatives qu'il y a eu, c'est tout ce qui a pu être dit sur les enseignants, parce que bon, on s'est bien connus, les enseignants, on est des fonctionnaires, on est toujours en vacances, on n'a pas de travail, être en présence devant les élèves, c'est tout, on n'a que ça à faire, sauf que les parents ne connaissent pas notre métier, ils ne savent pas que la classe, c'est la partie immergée de l'iceberg, et il y a tout le travail qu'on ne voit pas, mais qui se fait à la maison. En fait, cette lettre, ça a eu un effet miroir avec nombre d'entre nous. J'ai pris conscience, effectivement, de la difficulté de mon métier, de tout ce que j'avais à faire. On est pris dans une espèce de flux quotidien et on ne se pose pas la question. Et là, ça a fait comme un arrêt sur image où on s'est dit, oui, en fait, effectivement, notre métier, c'est ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Et c'est pas tout à fait normal que tout ça pèse sur les épaules d'une seule personne. Une surcharge de travail vécue par toutes et personne n'a rien vu pour Christine. Sandrine va devoir désormais vivre avec ce suicide qui résonne tant en elle et tenter d'apprivoiser une part de culpabilité. J'ai rien vu venir, rien du tout. Elle semblait fatiguée mais comme nous tous. Et non, j'ai rien vu venir et on s'en veut tous un petit peu, toutes les personnes qui étaient plus ou moins proches d'elle, de ne pas avoir su peut-être sentir les choses ou pas les avoir vues venir. Si vous aviez envie de lui dire quelque chose aujourd'hui à Christine, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que c'est un acte fort qu'elle a fait, que ça ne méritait pas d'aller jusqu'à la mort. Le suicide de Christine est emblématique d'un malaise bien plus répandu qu'on ne l'imagine, loin du cas isolé, et les politiques jouent l'autruche. Le rectorat de Créteil nous a refusé d'entrer dans les écoles de Pantin, le ministre a décommandé une interview à la dernière minute, même la mairie de Pantin n'a jamais répondu à nos sollicitations depuis 1 mois. Nous insistons pour comprendre. Bonjour monsieur, on remet le masque. Mieux ? Ouais.
Je viens vous voir Très longtemps? Ah, je pensais que c'était récent, du coup je me suis dit... Non, très longtemps. Ça dépend quelle notion du temps vous avez. Moi, c'est long. Comment ça se fait que personne ne répond à mes mails? Alors, comment ça se fait que personne ne répond à mes mails? Je ne vais pas me permettre de répondre à la place de mes collègues. Je vais faire le nécessaire pour qu'ils aient l'information que vous êtes passé, etc. Ça ne se fait pas en venant comme ça ici en mur et après, encore une fois, je ne suis pas à sa place. Ah, mais oui, mais moi j'ai fait maintenant fin octobre, début novembre et je suis sans réponse. Donc c'est pour ça que je viens vous voir. Ok, Bien sûr que nous non plus, on ne fait pas comme ça. Alors, début novembre, c'est pas normal que vous n'ayez pas eu de retour. Fin octobre, bon, c'est pas non plus anormalement long. C'était télévision, télévision suisse, c'est ça? Télévision suisse romande. On vous attend? Oui, j'arrive. Ce sera non. Le maire de Pantin ne souhaite pas s'exprimer sans nous donner de raison. Pourquoi la ville n'a pas débloqué davantage de moyens pour soulager les directrices? Comment se fait-il que personne n'ait entendu leur fatigue et leur usure? Pourquoi attendre un suicide pour prendre des décisions? Nos questions resteront sans réponse. Probablement que la sociologie du département n'est pas étrangère au malaise. Alors nous quittons Paris pour partir à la campagne, imaginaire plus paisible d'une école à la Pagnole. Est-ce une question de carte scolaire ou est-ce vraiment le système éducatif qui est en danger? Direction Limoges, à 400 km de Pantin. Le rectorat nous autorise à tourner dans l'académie, mais il nous impose le choix de l'école. Dans une campagne apaisante de la Haute-Vienne, nous arrivons dans le charmant village de Saint-Paul avec ses 1200 habitants, son école parfaite et son directeur heureux. Allez. Non, Hortense, on fait jamais sport le mardi, Hortense. Mais oui, moi c'est vrai, c'est du mardi. Allez Louise, va t'asseoir. Hello children. Hello teacher. Je vais juste changer Erin et Gianni. Avec qui? Ben oui, c'est bien la question. Mais Erin à côté de Gianni, ça n'est plus possible. La question, c'est où est-ce qu'on va mettre Erin? J'ai peur qu'Erin soit bavarde partout. Allez, Erin et Nina, on échange. Pour l'instant, Cédric Pusset rigole encore, mais pour combien de temps? Il est directeur depuis 3 mois seulement, dans une école à 3 classes de primaire. Alors il est aussi enseignant pour les CM1 et CM2 les plus grands. Cédric sait qu'il a de la chance. Ici, le niveau scolaire est bon, des classes à 20 élèves, le rêve. Attention, je reviens sur les verbes du deuxième groupe en hier. Comment on fait la différence entre les verbes du deuxième et les verbes du troisième? Avec nous, ça fait ils sont. Nous, rougir, nous, rougissons. Tenir, nous. Tenir nous. Alors ben, tu la prends, tu vas la faire en verbe. Je comprends mieux, Erin, pourquoi maman m'a dit qu'il y avait des problèmes avec les devoirs. Nous sommes privilégiés d'enseigner dans une école comme celle-là. Les conditions, les moyens, l'implication des familles, l'implication de la municipalité, l'implication des collègues, tout est fait pour que ça fonctionne. Est-ce que ça veut dire que vos enfants, là, votre classe, ça sera peut-être des enfants qui auront un meilleur bagage? Parce que école privilégiée. Alors j'ai envie de dire oui comme ça de prime abord, mais en même temps, ils vivent aussi dans un environnement tellement protégé. Est-ce qu'ils sont vraiment armés pour se confronter à la vie qu'ils vont découvrir en dehors de la petite commune de Saint-Paul? Peut-être qu'ils n'auront pas cet avantage-là par rapport à des endroits où la mixité est plus importante. Une mixité sociale, j'entends.
Dans chaque établissement, on essaye de faire au mieux pour les enfants qui nous sont confiés. Je pense que l'égalité est dans l'intention de faire au mieux dans les conditions qui nous sont données. La France est l'un des pays développés où l'origine sociale pèse le plus sur les trajectoires scolaires. Dis-moi quel est le salaire de tes parents et je te dirai si tu réussiras. Cédric le sait bien. Pour l'instant, il apprend à jongler avec ses 2 casquettes de directeur et d'enseignant. Comme dans toutes les écoles primaires de moins de 4 classes, il est déchargé 1 jour par semaine pour les tâches de direction. C'est vraiment pas beaucoup. C'est quoi son nom de famille à Philippe déjà? On va pas le retrouver, on va pas réussir à l'imprimer. 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12... C'est bien qu'on fasse l'emploi du temps aujourd'hui, puisque comme ça, comme il va changer dans 2 jours... Et c'est ça? Karine? Tiens. C'est l'heure du brossage de dents. Jusqu'à 9 h, je sais que je peux être sollicité partout et n'importe quoi. Et ça vous plaît pas? Ça vous plaît moins enfin... Disons que c'est délicat. L'inconnu peut être inquiétant. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce qu'on va me demander. Je ne sais pas si j'aurai les réponses. Je ne sais pas si ça va être... Ça peut être des fois des surprises désagréables. Donc en classe, en principe, tout se passe bien. Je me doutais que ça allait être difficile, je me doutais que ça allait représenter un effort, mais je voulais le faire, voilà. J'avais vu beaucoup d'écoles fonctionner et je me disais que j'étais à un moment de ma vie où j'étais prêt à m'investir davantage. En fait, il est conjugué ou pas, ce verbe? Oui. Il est conjugué à quel temps? Alors, pourquoi ENT? Au bout de ces 3 mois-là, est-ce que vous êtes déjà en surcharge et en découragement? Je me sens en surcharge, mais pas du tout en découragement. Il y a, oui, clairement une surcharge qui me fait me dire est-ce que je vais tenir comme ça très longtemps? Pour l'instant, je me berce de l'illusion qu'à un moment donné, ça va se calmer, qu'il y aura des choses qui ne viendront pas se rajouter. Voilà, je me laisse bercer de cet espoir-là. Et puis, je me dis aussi, c'est la première année. Donc, je me dis aussi, la 2e année, il y aura des choses que je saurai faire. La 3e année, ça roulera tout seul. Même si les collègues directeurs ont tendance à me dire « Non, 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 c'est pas comme ça ». Il y a toujours des nouveautés. Je la lis une fois. Les élèves de première année partaient avec Hagrid et montaient à bord de petites barques qui avançaient seules sur l'eau sombre du lac. Il existe pourtant un terrain où Cédric a perdu ses illusions, c'est celui des salaires. Avec Bac+5, l'équivalent en Suisse d'un master, le salaire moyen d'un instituteur qui débute est de 1 800 € net par mois. Le SMIC est à 1 200 € net. La France a pris du retard sur la revalorisation des salaires. Elle est en 20e position des pays développés, derrière l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Elena, c'est bon? Il y a une faute qui reste, mais elle est un peu difficile à trouver. Après les annonces que nous avons été augmentés sous le président Hollande, après les annonces que nous avons été augmentés sous le mandat de M. Macron, moi, je n'ai pas vu bouger mon salaire du tout. J'ai vu mon pouvoir d'achat baisser, donc... Vous gagnez, vous m'aviez dit... Un peu plus de 2200.
Mais 2200, c'est avec les primes de direction. Sans les primes de direction, avec une quinzaine d'années d'ancienneté, un peu plus, presque entre 15 et 20 ans d'ancienneté, j'étais pas à 2000. Quand le SMIC aura dépassé le salaire des enseignants, on sera bien obligé d'augmenter les enseignants au SMIC. La candidate socialiste à l'élection présidentielle a promis, si elle est élue, de doubler le salaire des enseignants, c'est énorme, et personne n'y croit. Surtout pas la directrice démissionnaire de l'école primaire de Saint-Martin-de-Jussac, à 40 minutes de Saint-Paul, un village tout aussi privilégié. Annabelle, vous avez les clés de votre ancienne école? J'ai les clés de mon ancienne école grâce à mon maire, qui me permet encore de rentrer pour venir voir un petit peu ce que devient mon école. Ça fait des années qu'Annabelle milite au sein de son syndicat pour une reconnaissance du métier et des revalorisations salariales. Après 16 ans à la direction de cette école, elle est fatiguée, pour les mêmes raisons que Christine, Sabine, Sandrine et toutes les autres, sauf que elle s'arrête. Ça vous fait quoi de revenir ici? Ah, c'est émouvant. On ne passe pas 16 ans de sa carrière dans une école sans un certain pincement de cœur quand on rentre dans les locaux. Aussi idyllique que soient les écoles de campagne, la surcharge est la même à Saint-Martin-de-Jussac comme à Pantin. Ma classe. Ma classe. Enfin, mon ancienne classe, parce que maintenant, un collègue a pris la suite. Ce qui est très très dur, en tout cas dans la mission actuelle, c'est les inégalités au niveau des territoires. Il n'y a pas deux écoles qui fonctionnent avec le même budget par enfant. Donc vous avez ça varie du simple au double, au triple. Donc quand on parle d'égalité des chances à l'école, je ne devrais peut-être pas dire ça parce qu'on en est censé être les vecteurs aussi, de par ce qu'on va faire en classe. Mais l'égalité des chances, elle passe aussi par ce qu'on va apporter en termes de moyens à l'école. Quand vous passez d'une école à, je sais pas moi, à 40 € de budget par an et par enfant, à une autre école un petit peu plus loin qui est à 90 € par an et par enfant, on se doute que les réalisations, les projets ne seront pas les mêmes. Le grand paradoxe de l'école française est ici. On revendique une école de la République capable d'offrir une égalité des chances avec une inégalité de moyens. Mais Annabelle ne baisse pas les bras. Elle se lance à 100% dans une autre voie pour porter son combat, la voie syndicale. Ils ont fait appel à nous pour des petites questions, notamment sur le nouveau mouvement pop. Mouvement pop, t'as suivi? J'ai suivi vaguement, j'ai vu que c'était censé être ouvert depuis jeudi dernier, je crois, pendant les vacances. Ouais. C'est un vrai boulot, en fait. Oui, et puis de toute façon, ça relate tous les problèmes de ce que peut être l'école inclusive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnant pour les élèves en situation de handicap, il n'y a personne qui gère la répartition des moyens sur le terrain. Oui. Dans le pôle inclusif, il n'y a pas un premier degré qui gère le truc. Sur le quinquennat Sarkozy, il y a quand même 40 000 postes de fonctionnaires enseignants qui ont été supprimés. Juste pour exemple, on a de la période entre la rentrée des vacances, des grandes vacances de septembre jusqu'aux vacances d'automne, on a quand même 107 jours de classe qui n'ont pas été remplacés. C'est-à-dire que vous avez 107 classes dans cette période-là, qui représentent à peu près 7 semaines, 107 classes qui ont eu au moins un jour sans enseignant dans la classe. C'est énorme. C'est énorme, ça ne devrait pas exister. Alors, il y a des choses qui ont évolué, voilà, on ne va pas le nier, mais on voudrait bien que ça ne soit pas au coup par coup d'un chèque de 100 € ou des choses comme ça. Quelque chose de pérenne dans le temps, quelque chose qui marque aussi les générations à venir et qui engage les nouveaux enseignants à rentrer dans la profession. Mais qui veut être enseignant aujourd'hui en France? Je crois que ceux qui ont la foi, ceux qui ont la vocation, je pense que et ça existe encore heureux. Depuis quelques années, malheureusement, on a des gens qui rentrent dans le métier qui n'y restent pas, qui démissionnent, qui s'en vont, parce que les conditions de travail ne sont pas forcément celles auxquelles ils s'attendaient. Et a fortiori, si on y rentre un petit peu par, je ne vais pas dire par contrainte, mais parce qu'à un moment donné, il faut choisir un métier, on se rend compte que ce n'est pas dans ces conditions de travail qu'on pensait exercer.
Dans cette France si fière de son esprit républicain, le métier ne fait plus rêver. En 2018, 1400 enseignants ont démissionné. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Dans un pays encore traumatisé par la décapitation de Samuel Paty, les enseignants des collèges se heurtent à une difficulté supplémentaire. Les incivilités n'ont jamais été aussi graves et la peur s'ajoute à l'usure. Après plusieurs demandes d'autorisation pour tourner dans un collège en réseau d'éducation prioritaire, les portes s'ouvrent à Chambéry, en Savoie, une ville de 60 000 habitants, la moitié de la population de Lausanne. Bienvenue au collège Côte-Rousse, un collège en REP+, là où a priori aucun prof n'a envie d'aller. Non, moi je suis valide. Bonjour. La capuche. Bonjour. Le carnet. Oui, mais je l'ai oublié dans la... Ah oui, d'accord. Il est juste à côté normalement. Bonjour. Ils doivent donner leur identité en fait par le biais de leur carnet de correspondance. Ils doivent présenter leur carnet à chaque entrée et à chaque sortie. Enlever capuche et tout ce qui pourrait couvrir leur visage. Tout ça pourquoi? Pour qu'on soit sûr que l'élève soit scolarisé chez nous, qu'on ne laisse pas rentrer un élève qui n'est pas de ce collège, un adulte qui n'est pas de ce collège non plus. Donc c'est vrai que c'est assez important, ça évite que n'importe qui pénètre à l'intérieur de l'établissement. C'est déjà arrivé qu'il y ait des parents qui peuvent être remontés parce qu'il s'est passé quelque chose, du coup aillent directement s'adresser à la personne concernée. Et c'est vrai que généralement c'est assez houleux comme rapport. Zacharia, tu reviens de ton rendez-vous? Ouais, je te laisse aller au CDI pendant 10 minutes. Un collège classé REP+, c'est souvent un collège à mauvaise réputation car il doit répondre à des critères peu glorieux. Le quartier doit être classé en zone de sécurité prioritaire par le ministre de l'Intérieur. Il doit y résider une majorité de familles à bas revenus et 5 à 10% des élèves doivent avoir un grand retard scolaire. Alors, je vous les rends, mais la note, elle est au crayon à papier parce que tu sais très bien que c'est pas comme ça que l'évaluation est faite en priorité. Dounia, c'est pas mal, mais par exemple, quand tu me dis « c'est quand nanana », eh ben « c'est quand » c'est incorrect. Tu arrêtes de confondre EET et EEST. Oh, ça fait longtemps que tu sais la différence entre EET et EEST. Je suis en train de te dire que tu as fait de gros efforts. Alors, bien sûr que ta note, elle n'est pas au niveau que tu voudrais. Regarde-moi. Ta note, elle n'est pas comme tu voudrais. Seulement, il faut regarder ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. Et puis, tu vas me dire que ce sera moins bien que la dernière fois. Non? Réfléchis. La prochaine fois. Voilà, parce que je vois que tu as fait des efforts pour répondre sérieusement. Et ça, c'est bien. Seulement, il manque, tu as du retard sur certaines choses. Il y a des acquis que tu n'as pas encore. C'est pas grave, tu vas t'accrocher. Ok. Nourelouda, histoire, il y a un E. Alors, tu vois, tu me regardes là. Et tu te rappelleras. Isabelle Dumay est prof d'histoire-géographie. Elle a commencé sa carrière en lycée, mais comme remplaçante dans plusieurs établissements, elle faisait jusqu'à 200 km par jour. Alors, elle demande une titularisation sur Chambéry. Dounia, tu parles en même temps que quelqu'un qui a levé la main, c'est pas bien. Oui. Je suis arrivée là, je fais « Ah oui !» Et au bout de 2 semaines, un élève de 5e qui me dit « Madame, tu me casses les couilles !» Je dis, ouah, c'est pas la même chose que mes lycées, c'est différent. Donc c'est vrai que la première année, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis là, mais je m'en vais dès que je peux. Et puis forcément, on met des années à avoir des points et à les acquérir. La 2e année, déjà, je me suis dit, ah oui, mais il y a des choses à faire ici quand même. 3e année, je pensais plus à partir. Et c'est ma 18e année. Voilà. Le collège compte 550 élèves, des ados de 11 à 15 ans avec leur lot de révolte et d'indiscipline. Pour éviter la solitude des profs face à une classe compliquée, les cours se font portes ouvertes
pour des raisons de sécurité. La difficulté, elle réside dans le fait que les élèves ici n'ont pas les codes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pas avoir les codes? Ça veut dire qu'ils vont avoir des réactions auxquelles on ne s'attend pas forcément, des malentendus qui vont pouvoir se créer. J'ai un exemple tout simple. J'avais un élève au premier rang qui m'agressait dans sa manière de parler. C'était vraiment dur, c'était toujours c'était vraiment très agressif. Et un jour, je lui ai dit, mais arrête de m'aboyer dessus. Et il a explosé en me disant, mais vous dites que je suis un chien, mais qu'est-ce que c'est ça? Les profs, vous n'avez pas le droit de dire je suis pas un chien. Mais il s'est mis en colère, mais ça lui venait des tripes. Hein. Et là, je me suis dit, waouh, malentendu. Alors, j'ai eu un mot malheureux, mais pourquoi? Aboyer, c'est pas une insulte. J'ai mis un moment avant de comprendre, en fait, que lui, il avait mal interprété ce que je lui avais dit. Et donc, il avait pensé que je l'avais traité de chien. Et c'était insupportable pour lui. Et donc, il a fallu faire descendre ça, mais ça a été compliqué, vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dur parfois en REP+, c'est qu'on peut avoir des effets classe ou ça m'est arrivé de reculer. De reculer face aux élèves parce que avoir le sentiment qu'ils sont tous là et que s'ils se mettent tous contre moi, ça va être compliqué. Si tu as déjà rangé ta copie alors qu'on est en train de corriger, pourquoi c'est de l'impolitesse? Explique-moi pourquoi ça c'est quelque chose de pas poli de faire ça. Il y a ce problème de difficulté de communication par la pauvreté des mots de certains. Et donc, en n'ayant pas les mots, ils ont les gestes, ou ils ont les postures, ou ils ont les attitudes. Il faut arriver à se dire, à prendre du recul. À se dire, c'est pas contre moi. Tourne-toi, Isaac, s'il te plaît. C'est important de savoir comment vivent les autres pays. C'est pas parce que c'était du passé que ça sert à rien aujourd'hui. Et puis alors, le dernier mot, pourquoi il est si important, le dernier mot? Instruire ou éduquer. Personne n'a jamais pu ou n'a jamais su trancher. Le vieux débat s'invite une fois de plus au cœur de la campagne présidentielle avec la candidate de droite qui promet de replacer les fondamentaux, lire, écrire, compter, au cœur de l'école, comme un pansement sur le niveau qui baisse et sur les inégalités qui se creusent. Sur le terrain, la réalité est tout autre. La directrice de Cotrousse le sait bien. Quand on travaille en collège en REP, la priorité, c'est l'éducation. Alors, en éducation prioritaire, c'est évident. Plus largement dans l'éducation nationale aussi, j'ai envie de dire que l'éducation nationale n'a jamais été aussi bien nommée que maintenant. Éducation nationale, voilà. En collaboration avec les parents, en collaboration avec l'ensemble de nos partenaires. Oui, nous participons de la construction de l'identité sociale, je le disais tout à l'heure, du jeune, de la construction de son parcours. Et le reste, en fait, n'est que prétexte. Alors, on n'aime pas trop quand on dit ça, mais moi, je l'assume. Le reste n'est que prétexte pour poser les fondamentaux d'un citoyen éclairé, autonome. Voilà. 2h13 correspond à quoi? De Lyon jusqu'à Paris. Est-ce que vous êtes capable de me poser ça sur votre brouillon sous forme d'une addition? Oui. Eh bien, c'est parti, et moi je regarde. Allez, continue sur l'addition. Levez la main, ceux qui ont déjà fini. Passez-vous voir. Qu'est-ce qu'un individu? C'est quelqu'un qui sait juste poser des tables de multiplication et réciter des fables de La Fontaine. Je suis caricatural, mais c'est ça un individu, un citoyen éclairé, autonome, construit. Non. C'est quelqu'un qui puise dans ce réservoir de connaissances pour être, pour habiter, pour... voilà, donc, ouais, on est dans l'éducation. Zouf. Allez, hop. Je vais faire un tour de cours, comme à chaque récréation, si je peux, parce que ça n'est pas toujours le cas. Allez, on va se ranger, messieurs. Bonjour, jeunes gens. Cet après-midi-là, la directrice est préoccupée. Elle doit présider un conseil de discipline. Patricia Fernandez le sait, c'est un moment décisif pour l'avenir de l'élève, mais aussi pour le signal qu'elle enverra ou pas à l'institution. Dans 5 minutes, cette salle de réunion prendra l'apparence d'un tribunal pour mineurs. L'avenir de Karim, c'est un nom d'emprunt, va se jouer ici. Il risque l'exclusion définitive du collège. Tu as vu qu'il y a une caméra qui me suit? Parce qu'on fait un reportage sur le système éducatif français. Et c'est Madame la rectrice qui a demandé si j'acceptais de recevoir la visite de la télévision suisse. Ce à quoi j'ai répondu oui, je suis très honorée.
Et l'objectif du jour, c'est de poser un acte éducatif. C'est pas de sanctionner pour sanctionner, c'est que tu comprennes ce que tu as fait. Et c'est pour ça que je suis ravie que la télé soit là, pour qu'il y ait une bonne compréhension des enjeux de ce qui va se jouer aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil de discipline, je vous invite à accueillir Madame Slavikowski, déléguée de classe, Monsieur Vincent, invité, et éducateur, conseillère en économie sociale et familiale et défenseur de la famille, maman de l'élève, je vous en prie, qui motive notre présence à tous ici aujourd'hui. Avec plusieurs copains, Karim a détruit une porte des toilettes. Il y en a pour 1 000 € de réparation. Ça ne rigole pas, ils sont 14 autour de la table. Des parents d'élèves et délégués de classe, des enseignants et toute la direction. Donc le 7 octobre, au moment de la récréation, des élèves alertent la conseillère principale d'éducation du fait qu'une porte a été dégradée dans les toilettes en début de récréation. Rapidement sur les faits, la CPE constate en effet la dégradation. La porte est totalement arrachée. La serrure elle-même a été enlevée et gise au fond des toilettes. Elle prend immédiatement des photos, immédiatement signale à la direction ce qui se passe et après quelques recherches et différents témoignages, elle est en mesure de rapidement dire quels sont les élèves qui ont contribué à cela. Est-ce que tu reconnais les faits? Oui. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Madame, monsieur, je tenais à m'excuser pour mon comportement lors de l'événement dans les toilettes. Je me suis retrouvée embarquée dans le mouvement de foule. Aujourd'hui, plus je pense à ce moment, plus je regrette. Surtout que depuis le début de l'année, je suis partie d'une bonne intention. Mon comportement et mes résultats se sont vraiment changés. J'aimerais beaucoup que vous me laissiez une nouvelle chance pour approfondir mes efforts durant la fin de l'année. Je tiens vraiment à finir l'année pour mon orientation pour l'année prochaine. Je vous remercie d'avance de votre clémence lors du conseil de discipline. Madame Demey, je vous en prie. Moi, j'aurais besoin de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ta tête ce jour-là. Par exemple, est-ce qu'à un moment particulier, tu t'es dit « Waouh, là, je suis en train de faire quelque chose de grave ». Au moment où la porte elle s'est cassée, oui. Je me suis dit ça va être une grosse sanction. Parce que c'est sûr que Madame Malorand, Monsieur Flippo et Madame Fernandez, ils vont savoir. Et puis voilà. Il y a Madame Roger qui veut s'exprimer. Même si les autres, ils poussent un peu, vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quoi? Mais comme il l'a dit, lui, il est parti avant que la dégradation soit... Oui, mais ça a tapé quand même. Et j'ai bien compris que tu faisais pas partie de ceux qui avaient entraîné tout le monde. C'est ça qui est très triste. Il est vrai qu'on vit dans un quartier populaire où il se passe plein de choses à l'extérieur et donc par conséquent souvent sont ramenés à l'intérieur des établissements. Aujourd'hui, sa présence ici a remis beaucoup de choses en question et qu'il... enfin, a compris que ces actes pouvaient avoir un réel impact sur sa vie et celle de sa famille. Donc j'espère que vous prendrez la bonne décision parce que c'est pas un mauvais bougre, mais il est très influençable et on travaille dessus. Je m'adresse à toi droit dans les yeux. 100% de ceux qui sont en prison sont passés par un conseil de discipline scolaire. Pour autant, 100% de ceux qui passent en conseil de discipline ne finissent pas en prison. Parce que pour, heureusement, la majorité d'entre eux, plus de 95%, le conseil de discipline sert à comprendre que c'est déjà un début de tribunal, que c'est déjà que l'on a commis une faute qui, devant la loi, si la même faute tu l'avais commise dans la rue, alors tu serais allé devant une autre catégorie de tribunal. Donc il faut que tu comprennes bien cela. Et puis aussi, parce qu'à partir du moment où ton nom est mouillé quelque part, à partir du moment où tu es repéré comme faisant des bêtises, tu jettes sur toi le discrédit et le soupçon. Figure-toi, et tu le sais, qu'il y a eu aux vacances de la Toussaint, dans le quartier, des affrontements entre des jeunes et la police. Et à un moment, on s'est posé la question de savoir si tu n'en faisais pas partie.
Et à un moment, on est venu voir le chef d'établissement. Je leur ai dit que tu es un garçon sérieux et que je veux croire que ce que tu as fait ce jour-là dans CVC, c'était une erreur. Mais si tu recommences, la prochaine fois, ce que je dis, c'est qu'il est régulier et que donc on ne peut pas avoir confiance en lui et que, mesdames, messieurs les policiers, bah oui, il y a une probabilité assez élevée que ce soit lui. Alors en théorie, il ne faut pas qu'on parle de tribunal, mais en pratique, je le joue comme cela. Parce que je me dis que si nos jeunes tirent de ce moment, qui normalement n'est pas un agréable moment, une expérience bénéfique à la construction de leur identité sociale, ben on a gagné. Nous n'avons pas le droit de filmer les délibérations, le vote est à bulletin secret. Nous retournons dans la salle pour le verdict. Ainsi donc, en ce vendredi 19 novembre, les membres du Conseil de discipline et après 2 tours de vote ont pris une décision que je vous invite à bien écouter et jusqu'au bout. Il a été décidé l'exclusion définitive avec sursis, ce qui revient donc à dire que si tu devais à nouveau commettre des faits identiques ou apparentés, à savoir dégradation du matériel, seul ou en mauvaise compagnie, le Conseil de discipline serait de nouveau convoqué pour une levée de sursis et tu serais donc exclu définitivement du collège Cotrousse. Nous te souhaitons de profiter de cette chance qui t'est offerte et nous espérons que la fin de l'année se déroulera sans encombre. Nous te faisons confiance. En 2021, le conseil de discipline de Cotrousse s'est réuni 12 fois. Un seul élève a été exclu définitivement. Les violences et les incivilités ici sont somme toute relatives. Il n'empêche, selon un sondage Ipsos, aujourd'hui en France, 94% des parents souhaitent le retour de l'autorité à l'école. J'ai des tas de collègues qui me disent « Mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas ta mute ?» Mais moi, j'ai pas envie. Je viens tous les jours en sachant pourquoi je viens. Je viens tous les jours en me disant ce que je vais faire aujourd'hui, ça ne sera pas forcément des cases cochées dans le référentiel de l'éducation nationale, mais moi je sais que je vais donner du sens ou que je vais essayer de leur donner, de permettre à ces élèves de comprendre pourquoi ils sont à l'école. La problématique du collège, elle est dans la formation du futur citoyen, dans la formation de quelqu'un qui aura un esprit critique, une liberté, qui aura engrangé tout ce qu'il aura pu prendre au collège. Et puis après, on voit, ça germe, ça pousse pas. Mais au moins, il faut qu'on leur remplisse leur besace et qu'après, ils aient les moyens de choisir ce qu'ils en font ou pas. Si les élèves ne voient plus l'école comme le lieu où ils peuvent acquérir quelque chose qui va leur permettre de s'épanouir et de grimper, et de découvrir le collectif et l'importance de ce qu'on peut apporter à la société, pour moi, il y a danger. Si l'institution n'est pas encore en danger, il y a urgence. À la veille de l'élection présidentielle, les candidats le savent bien. Chacun y va de ses promesses pour réformer en mieux l'éducation nationale, comme à chaque élection présidentielle depuis 20 ans. Notez encore que selon le grand quotidien Le Monde, après des mois de quasi-silence, la thématique de l'éducation nationale vient soudain de s'animer. À 10 jours du premier tour, les candidats à l'élection française semblent soudain remettre la question de l'école au centre de leur programme, à l'exception du candidat d'extrême droite. Tous sont d'accord pour augmenter la rémunération des profs, parmi les moins bien payés d'Europe, rappelons-le, après l'Italie, l'Espagne et le Portugal. On verra si les promesses seront tenues. Excellente soirée à vous, très belle semaine et à bientôt.